Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à ce 12-13 dont voici le sommaire. Le monde entier célèbre ce vendredi la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette année, cette journée est placée sous le thème « Sensibiliser, c'est bien, dépister, c'est mieux ». Et en politique, Joseph Kabila Kabange a poursuivi ses consultations le jeudi au Palais de la Nation. Le chef de l'État s'est entretenu avec les patrons de presse de la RDC. Plusieurs points ont été abordés, notamment sur les moyens à doter à la presse congolaise des acquis nécessaires. Bienvenue à tous à C12-13. Comme annoncé en titre de ce journal, les consultations se sont poursuivies hier autour du président Joseph Kabila Kabange. Le chef de l'État s'est entretenu avec ses hôtes au Palais de la Nation dans le cadre des consultations nationales. Les moyens dotés à la presse, les médias fermés, les journalistes emprisonnés, voilà autant de sujets qui ont été abordés au cours de leurs entretiens. Jacques Moulouba et Kadenzinga. La presse à l'honneur, c'est jeudi 18 juin 2015 au Palais de la Nation. Dans ces consultations, le chef de l'État n'a pas oublié les professionnels de médias, ce quatrième pouvoir dont l'importance est démise pour l'avancement d'un pays et pour cimenter la démocratie. Voilà pourquoi il a rencontré les responsables des organes de presse. L'échantillon était représentatif. Presse audiovisuelle, publique et privée, presse écrite et autres. Tous les patrons de presse conduits par le président de l'Union nationale de la presse du Congo ont, en présence du ministre de la Communication et des Médias, livré leur vision quant à la tenue du dialogue et au bon fonctionnement des organes de presse. En bon père de famille, Joseph Kabila a prêté une oreille attentive à leurs mémos et les a exhortés d'être une presse responsable et utile au pays. Nous avons posé nos problèmes parce que vous savez que nous disons toujours que la presse est le quatrième pouvoir. Mais on ne peut pas être au pouvoir sans moyens. Et nous avons exprimé cette inquiétude auprès du président de la République. Et en même temps, nous avons nos confrères qui sont en prison, nous avons les médias qui sont fermés. Tout cela sont des problèmes que nous avons aussi posés au président de la République. Et il les a écoutés avec beaucoup d'attention et a promis de trouver des solutions à tout cela. La presse doit être une force qui travaille dans l'intérêt du pays. Aujourd'hui, vous savez que le pays a beaucoup de problèmes. Il y a des forces extérieures qui cherchent à ce que ce pays disparaisse. Nous devons nous tous nous liguer pour que la RDC, qui est notre patrimoine commun, soit au-dessus de tous nos intérêts. Une photo de famille et un repas de cœur ont sanctionné la rencontre qui s'est voulue mémorable. Et toujours à ce sujet, rendons-nous en province où se poursuivent également des consultations à Goma. Précisément, le gouverneur Julien Paluku a conféré jeudi avec les avocats, les médecins, les infirmiers et les pharmaciens, sans oublier la presse. Les fils et filles du Nord Kivu souhaitent ardemment que la paix revienne sur leur territoire. Et pour que cela se réalise, un consensus est nécessaire entre les acteurs politiques durant la période électorale. La délégation du barreau de Goma était conduite par le bâtonnier Maître Dounia Joseph, que je vous convie de suivre. Nous sommes intéressés du dialogue national et nous avons résumé 3 points essentiels pour conduire au dialogue national dans le sens de rechercher un consensus avec tous les partenaires politiques congolais. Vous savez que nous qui sommes au Nord Kivu, lorsque vous vivez les événements de Beni où toutes ces centaines de citoyens sont égorgés, je crois que ça doit interpeller l'autorité, le chef de l'État en tant que garant de la sécurité publique. Oui, d'abord nous attendons des élections qui puissent répondre, parce que les élections aussi c'est une traduction de la liberté. Ce serait une traduction des règlements de tous les conflits, parce que des dirigeants bien élus qui ont des comptes à rendre aux électeurs, ça permet à ce qu'ils puissent aussi rendre compte, qu'ils puissent
travailler en tenant compte qu'ils doivent répondre vis-à-vis des électeurs qui les ont mandatés, qui les ont envoyés. Et au Kasaï oriental, c'était le 4e jour hier des consultations politiques menées par le gouverneur Ngoï Kassanji à Mboujmaï. L'autorité provinciale s'est entretenue avec les médias, les associations de la jeunesse, les partis politiques de l'opposition comme de la majorité, mais aussi l'ensemble de la société civile, force vive du Kasaï oriental. On écoute Rose Mbouyi, présidente de cette société civile. Qui ont demandé le dialogue parce que, comme vous savez, quand il y a un conflit, il y a des divergences de points de vue, on devra se mettre autour d'une table pour dialoguer. Et par rapport à ça, nous avons présenté quelques propositions et nous avons aussi évalué au niveau de la province ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Par rapport à l'environnement électoral, nous avons proposé qu'on puisse réouvrir, par exemple, le bureau d'enrôlement pour les nouveaux majeurs et aussi les non-enrôlés. Nous avons demandé aussi qu'on puisse augmenter le budget des élections. Tout ça, ce sont des questions qu'on va traiter au niveau du dialogue. Et nous avons demandé aussi pour qu'on puisse sécuriser les élections même, parce qu'il faut qu'il y ait des élections générales dans le pays. Nous avons demandé sur la question sociale qu'on améliore la production de l'eau, de l'électricité, la réhabilitation de routes. Au fait, ça, c'est la chanson de tous les jours. Donc, par rapport au dialogue, la société civile est d'accord avec l'organisation du dialogue et nous avons même demander à ce qu'on puisse parler de la question des pétitions liées aux revendications de nos frères de Ngandanjika et de Kamiji. Comme vous savez, ils demandent à ce qu'ils appartiennent à la nouvelle province du Kasaï oriental au lieu d'aller à la province de Lomami. Donc voilà un peu les questions que nous avons traitées avec l'autorité. Donc la société civile, dans sa globalité, est d'accord avec le dialogue. Et toujours en rapport avec les élections, le bureau politique du CNC a justement tenu sa première réunion depuis sa nomination en mars dernier. Il a évalué le travail abattu pendant 3 mois, mais encore les dossiers des candidats à la députation provinciale. Un reportage signé Gladys Bananga et Chims Kapangala. En moins de 4 ans d'existence, le Congrès national congolais, parti politique cher au député national Pius Mwabilou Mbayo, a affiché ses ambitions. Sur 189 circonscriptions électorales à travers la RDC, le CNC a aligné ses candidats dans 153 circonscriptions. Il occupe ainsi 95% du territoire national et se positionne au top 5 des partis politiques qui peuvent rafler beaucoup de sièges à la députation provinciale. Qui ressort du rapport de la commission ad hoc chargée des élections au sein de ce parti politique, membre de la majorité présidentielle. Rapport présenté par le président de cette commission, Maître Paul Nayaba, au cours de la restitution des activités de la dite commission à l'occasion d'une réunion du CNC. La tâche n'était pas facile, croyez-le-moi. La tâche a été difficile à plusieurs niveaux. D'abord, en ce qui concerne les candidats eux-mêmes. Ils nous ont apporté ici des dossiers qui ne contenaient pas toujours la même logique telle que souhaitée par la CENI. Au niveau des BRTC également, des bureaux de réception et traitement des candidatures, nous avons eu aussi à rencontrer certaines difficultés, dues par exemple à l'organisation selon un BRTC et un autre, ou pour un seul candidat titulaire, par exemple, dans certains BRTC, il faut au moins 3 fardes pour l'unique titulaire, ainsi que 3 fardes pour ses premiers et deuxièmes suppléants. Créée par la lettre du président national Pius Mwabilou Mbayo, la commission était composée de 7 membres. Elle avait pour mission non seulement de réceptionner, mais aussi d'examiner et de traiter des dossiers de candidats à la députation provinciale. Ce, avant d'aller le déposer dans divers BRTC de la CENI pour la ville de Kinshasa. Elle va également faire un suivi minutieux auprès de fédéraux de province à qui cette tâche a été confiée. Le bilan du travail de la commission a été jugé positif à la grande satisfaction de Emery Mabungu, secrétaire permanent du CNC, qui avait présidé la réunion au nom de son président national. Au fait, le dépôt des candidatures, on ne fait pas ça comme ça d'une façon un peu délaissée, quoi. Il faut avoir la technique de dépôt. Retenez que la commission ad hoc n'a pas oublié la dimension genre. Rien que pour la ville de Kinshasa, par exemple, elle a aligné au moins 7 candidats titulaires, sans compter les suppléantes. Ainsi, la bataille électorale est lancée aux candidats de jouer leur partition.
Tout à fait autre chose à présent. Les organisations de la société civile se sont engagées à mener les actions pour pousser le gouvernement congolais à mettre en œuvre toutes les résolutions de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est ce qu'on peut retenir de la rencontre organisée mercredi par le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire à Kinshasa. Les organisations ont également évalué l'engagement 3 sur la décentralisation. Les points avec Abdoul Soko, Trésor Ndoya et Clarisse Ekoko Kapalaï. Que vient de lancer la société civile environnementale de Kinshasa au sortir de l'atelier national sur la foresterie communautaire. À travers un plaidoyer, cette société civile demande au gouvernement congolais par le biais du ministre de l'Environnement de signer un arrêté sur la foresterie communautaire. Pour ce faire, un ultimatum d'1 mois a été lancé au gouvernement. À l'issue de cette rencontre technique entre la société civile, les bailleurs de fonds et le représentant du gouvernement, le coordonnateur du réseau ressources naturelles Joseph Bobia a indiqué que la foresterie communautaire est une nécessité et une voie qui permet aux peuples autochtones pygmées de gérer et de tirer profit de la forêt congolaise. Ici, nous voudrons exprimer la volonté des communautés locales et nous adresser aux autorités compétentes pour voir la foresterie communautaire s'appliquer. Et nous nous disons, nous continuons à nous souder, nous tenir entre nous pour que, effectivement, la foresterie communautaire aboutisse. Hier, nous avons dit, nous donnons 1 mois au ministère de l'Environnement pour nous signer l'arrêté sur la foresterie communautaire. Peut-être après 1 mois, nous avons dit, nous risquons même de boycotter le processus RED. Il faut rappeler que c'est le décret numéro 14/018 du 2 août 2014 qui fixe les modalités d'attribution du statut des concessions forestières aux forêts situées sur les terres occupées par les communautés locales. Vous avez sans nul doute reconnu la voix de Patrick Mpezo en lieu et place de Clarisse Ekoko Kapalaï. Et en ce qui concerne le volet sécuritaire dans l'arrière-pays, le groupement des Nomba dans les districts de Kabinda au Kasaï oriental, toujours en proie aux violences tribales. Celles de ces derniers jours ont fait 4 morts et des blessés. La situation est redevenue normale après le renforcement de la présence policière dans ces groupements. C'est ce qu'a confirmé le ministre provincial de l'Intérieur, Hippolyte Mutombomboué. En environnement, les organisations environnementales, justement, ont réfléchi jeudi sur les opportunités visant le développement du parc national de Virunga. C'était au cours d'un atelier sur la valeur économique du parc national de Virunga et les enjeux de son développement. Atelier organisé par le réseau des ressources naturelles en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Objectif, protéger et défendre les intérêts de la communauté locale et des peuples autochtones. Un reportage de Neftali Boamutala, Ousseni, Dieudonné Sidia, Sylvain Bété, mais rendu par Patrick Mpezo. Situé à l'est de la RDC, le long de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, le parc national de Virunga constitue un moteur de développement économique pour la province du Nord Kivu en particulier et pour la RDC en général. Il faut donc le protéger. C'est dans cette optique que le réseau ressources naturelles et les différentes ONG du secteur environnemental se sont retrouvés pour réfléchir sur la valeur économique du parc national de Virunga et les enjeux de son développement. Nous allons présenter aux participants la valeur économique et sociale du parc national de Virunga et les opportunités de développement pour la région du Nord Kivu et de la RDC. Présenter les enjeux du développement pétrolier et les défis de la gestion des ressources naturelles. Identifier les mesures et recommandations pour la préservation du parc national de Virunga et le développement des opportunités économiques
basée sur la gestion durable des ressources naturelles. Dans son mot d'ouverture de ces assises, le représentant de l'ADG de l'ICCN, Benoît Kisuki, ADT de l'ICCN, a présenté la vision de cet institut pour la conservation de la nature. En ce jour, la vision de l'ICCN de faire de la conservation de la biodiversité un moteur de développement durable est bien scellée dans les textes juridiques de référence pour la conservation de la nature en République démocratique du Congo. À travers certaines aires protégées, l'ICCN a décidé d'intégrer la représentation du pouvoir coutumier local dans la structure du comité de coordination du site qu'on appelle COCOSI et de collaborer avec les communautés locales dans leur structuration à comité local de conservation et de développement, CLDC, à sigle, en guise de créer des mécanismes de concertation et de participation responsable des populations aux efforts de gestion des ressources. Cet atelier a permis aux participants de relever les valeurs universelles et potentielles de ce parc, les défis de sa gestion, mais aussi les actions de réhabilitation. Il faut signaler que l'Institut congolais pour la conservation de la nature avec les organisations environnementales ont un pari à relever, celui de transformer les potentiels des ressources naturelles à des richesses tangibles dans une vision du développement économique de la République démocratique du Congo. Journée porte ouverte à la Bralima, parlons-en. Les députés membres de la commission ECOFIN ont visité la Bralima. Cette journée porte ouverte a permis aux élus du peuple de palper du doigt le respect des normes environnementales de la brasserie de l'avenue du Flambeau. José Olitomake, Pamphile Papado, reportage. C'est une journée porte ouverte organisée à l'intention des députés membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale ECOFIN. À travers cette journée, le directeur corporate Relation de la Bralima Boukine a expliqué aux élus du peuple son engagement à demeurer partenaire de la croissance économique en RDC. Après son exposé, les élus du peuple ont entamé une seconde étape de leur visite à la Bralima. Une visite guidée proprement dite qui a commencé à la 5e ligne d'embouteillage. La toute dernière installée à la Bralima, cette 5e ligne d'embouteillage est dotée d'une technologie la plus récente dans le monde de l'industrie brassicole. Après, c'était la visite à la salle de brassage en continu, le nouveau filtre ainsi que l'usine de traitement des eaux usées qui fait la spécificité de cette société brassicole en matière de respect des normes environnementales en RDC ont été visités. Journée porte ouverte de Bralima, nous le faisons tout simplement pour engager un dialogue avec nos partenaires. Nous nous sommes dit que nos partenaires, ils nous voient sûrement par les boissons qu'ils consomment, ils nous voient sûrement dans les business que nous faisons, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment Bralima? Voilà pourquoi nous avons dit on fait ces journées portes ouvertes. Comme ça, ils viennent, nous nous présentons, on dit qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quels sont nos engagements, quelle est notre mission. Les honorables députés sont en fait l'émanation de la population. Leurs électeurs, c'est ce peuple qui consomme aussi nos produits. L'honorable député, c'est un monsieur dont la voix porte. Il est important qu'il sache ce que les plus grands du secteur privé, les plus grands du secteur industriel, ce qu'ils font. Et nous pensons que s'ils nous connaissent, non seulement ils vont comprendre l'apport que nous avons dans notre pays, mais aussi ils peuvent bien nous défendre d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent s'assurer que les produits que leurs électeurs consomment sont des produits de qualité. Les députés de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont reconnu que la Bralima est une entreprise citoyenne grâce à ses multiples réalisations à travers la Fondation Bralima qui contribue au développement durable en RDC. Les élus du peuple ont été également édifiés par le directeur corporate Relation Laurent Boukassa sur son programme BABF qui signifie brasser un monde meilleur. Par ce programme, la brasserie de l'avenue du Flambeau œuvre pour réduire sa consommation d'eau, d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Nous serons donc vos ambassadeurs, mais nous vous encourageons parce que nous avons retenu les mots. Vous êtes une entreprise citoyenne.
On va à présent parler avec un intervenant dans ce journal. Il s'agit d'Astrid Mbouyi. Elle est journaliste au sein de la rédaction TV ici même à la RTGA. Bonjour Astrid. Bonjour Madame Irène. Voilà, avec toi, nous allons parler de la crise du logement à Kinshasa. Est-ce qu'il y a réellement aujourd'hui crise de ces logements dont tu veux parler aujourd'hui? Oui, exactement, il y a crise de logement à Kinshasa. Et qu'est-ce qui est à la base même de cette crise d'aujourd'hui? Il y a crise de logement à Kinshasa d'abord à cause de la pression démographique. L'État congolais, ou parlons précisément de Kinshasa, l'État n'a pas prévu de logements, il n'y a pas construction de logements pour la population à travers la ville de Kinshasa. Alors, du fait que les années passent, la population se multiplie, non seulement qu'il y a naissance, mais il y a ceux qui arrivent sur les sols quinois. Alors, le fait qu'il y a de plus en plus la démographie est en train de s'étendre, de croître, il y a des problèmes de logement. Donc, les gens n'ont pas où habiter et pour des raisons, je ne sais pas moi, je peux dire des commodités ou quoi, ce sont les particuliers qui ont pris la relève, ce sont eux qui construisent de maisons et puis qui mettent ça en location pour loger certaines personnes. Il y a même des études qui ont prouvé que Kinshasa, sur le 100% de son espace, il n'y a que 5% qui est occupé. Donc 95% de l'espace quinois est vide. Et tout le monde se concentre tout le monde est concentré au même point. Donc la grande partie qui est vide, il serait mieux pour lutter contre la pression démographique que l'État occupe donc la grande partie de cet espace en construisant de logements. Et justement, par rapport à ce que tu dis, donc, on peut dire que la campagne d'uniformisation des garanties locatives a échoué. Qu'est-ce qui sont à la base de ces incidences? Exactement, Irène. L'année dernière, le ministère de l'Urbanisme et Habitat avait lancé la campagne d'uniformisation des garanties locatives juste pour essayer de contrôler les travails de privé, donc le bailleur, le particulier, qui ait le même montant pour la garantie plutôt que d'être de 6, 10 ou 12 mois, que ça soit de 3 mois. Ils ont fait cela avec le but qu'à la fin de la campagne, il y ait du porte-à-porte des enquêteurs qui passent dans les maisons pour s'assurer que les bailleurs et le locataire... Et malheureusement, la campagne a accouché d'une souris parce que vous et moi, je ne pense pas que dans nos maisons, nous avons vu des équipes du ministère de l'Urbanisme et Habitat passer pour savoir comment est-ce que nous sommes régis avec soit nos bailleurs, soit nos locataires. Donc la campagne était bien lancée, mais les incidences, les retombées n'ont pas été ce qu'ils devaient être. Il n'y a pas eu suivi. Il n'y a pas eu suivi et l'État congolais s'est limité à ça. Nous sommes champions dans les lancements, mais le suivi, en tout cas, ça pose problème. Et justement, par rapport à ça, quelles sont les grandes mesures que doit adopter justement l'État congolais pour remédier à cette situation? D'abord, une politique de logement. L'État congolais doit adopter une politique de logement. Il faut loger vos concitoyens. Ce n'est pas aux particuliers de loger les compatriotes, mais c'est à l'État de loger. Il y a 95% d'espace libre. L'État doit construire des logements. Et même s'il peut se décider que chaque année, il construise de 1000, 2000, 3000, 5000 logements, ce serait mieux. Il y a beaucoup d'espace. Non seulement dans la politique, les logements, prévoir la construction de logements, mais aussi commencer d'abord par faire un remembrement. Donc, démolir ce qu'il y a, affecter la population dans un endroit, un asile provisoire, et puis reconstruire, rebâtir. Parce que ce que nous avons comme construction aujourd'hui, vous voyez certaines communes dont j'étais les noms, vous verrez que ce sont des maisons que le colon a laissées. Il avait construit ça pour son personnel adapté. Aujourd'hui, une maison de 3 chambres, salon, on trouve une population de 20 personnes et ceux qui s'entassent même dans le salon pour dormir. Donc, il serait mieux que l'État, au-delà de construire des logements, que l'État puisse aménager des espaces. Mais l'État doit construire plus de 2000 logements par an. Est-ce que n'est-ce pas là un manque à gagner pour les bailleurs congolais? Ici, on doit rechercher l'intérêt de l'État. L'État recherche son intérêt en sécurisant sa population. C'est un manque à gagner pour le bailleur parce que l'État va offrir des maisons à faible coût et les gens iront beaucoup. Mais le fait que les bailleurs aujourd'hui, ce sont eux qui font la loi, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui fixent la durée pour la garantie locative. C'est un manque à gagner pour l'État. L'État congolais ne gagne pas. Mais si l'État construisait ces logements... Mais aujourd'hui, justement, l'État congolais est en train de construire plusieurs sites
Mais est-ce que vous avez remarqué, les sites qui sont construits ne sont pas pour la population moyenne. Vous verrez quelque part, ici non loin de nous, il y a des habitations qui sont construites. Mais quel est l'état? Il faut voir juste sur la porte ce qui est écrit. Location appartement de 2 chambres salon, voyez le montant de plus de 1500 $. Est-ce que la population quinoise de moyenne classe peut avoir le luxe de se payer cet appartement-là? Je ne crois pas. Donc l'État devait faire de maisons à faible coût, le donner à la population, de sorte que lorsque le coût est faible, la garantie elle est de 3 mois comme l'État le veut, les gens n'iront pas sur les particuliers, ils vont tous courir vers l'autorité. Alors c'est ce qui est bien et ce que notre État doit faire. Et qui doivent se plaindre. La population elle-même ne se plaint pas. Si, bien sûr. C'est l'État qui doit... parce que ceux qui vivent ces réalités, ce sont ces locataires, mais qui ne disent rien. Si les gens se plaignent, il y a de plaintes. Pourquoi est-ce que nous vivons? Voyez un peu, aujourd'hui, vous voulez déménager de votre logement pour aller ailleurs. Votre préavis est épuisé après 3 mois. Et après 3 mois, vous verrez, pour trouver une autre maison, c'est difficile parce que là où la maison que vous enviez, le locataire qui est là, qui veut quitter, lui-même cherche déjà quelqu'un qui va les remplacer. Donc, il cherche son frère, son ami qui va remplacer. Et vous vous retrouvez à la rue, à la Belle Étoile. L'État congolais n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui passent nuit à la Belle Étoile, s'il vous plaît. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Pourquoi? Et même quand on circule, vous verrez qu'il y a des maisons où la population est tellement condensée dedans que c'est facile à voir. Non loin même de notre centre-ville ici, c'est facile à remarquer. Donc, il ne faut pas que les gens descendent dans la rue pour dire « l'État, on se plaint ». Mais en tant que bon père de famille, un enfant de 2 ans ne se réveille pas le matin, il commence à dire « on a faim, on veut manger ». Mais quand il se réveille, il sait qu'automatiquement, il doit manger. Son père doit les nourrir. C'est une condition. Donc l'État congolais doit honorer cet engagement. Il doit faire son devoir. C'est un devoir et c'est obligatoire. Merci beaucoup Astrid pour ces belles interventions sur le constat fait autour de la question de la crise du logement à Kinshasa. Merci bel et bien et à la prochaine. Merci. Voilà, nous allons parler santé à présent. Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. C'est ce 19 juin, placé sous le thème drépanocytose et jeunesse. Sensibiliser, c'est bien et dépister, c'est mieux. En RDC, 2 à 3% d'enfants naissent anémiques. Suivez ces reportages. La drépanocytose, appelée également anémie SS, est une maladie génétique la plus répandue au monde. Elle affecte plus de 50 millions de personnes à travers le monde et plus de 300 000 enfants naissent chaque année atteints de la drépanocytose, dont 50% d'entre eux n'atteignent pas l'âge de 5 ans, ce à cause des manques de dépistage. En RDC, 2 à 3% d'enfants naissent anémiques SS. Voilà pourquoi les thèmes de cette année, drépanocytose et jeunesse, sensibiliser c'est bien et dépister c'est mieux, veut sensibiliser le grand public à cette question majeure de la santé publique. Bien que très fréquente en RDC, les causes de la drépanocytose comme son traitement restent mal connues. Les enfants anémiques SS sont plus enclins à la fatigue et présentent une couleur jaune de la peau, des paupières. Avec le temps, l'anémie devient plus sévère et d'autres troubles apparaissent, entraînant ainsi les douleurs abdominales et une augmentation de la rate. Les drépanocytaires font des crises très douloureuses à la limite du supportable. Cette maladie héréditaire ne peut être prévenue que lorsque les parents font l'électrophorèse avant le mariage. Nous voici arrivés à la fin de ces 12-13, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le monde entier célèbre ce vendredi la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette année, cette journée est placée sous le thème « Sensibiliser c'est bien, dépister c'est mieux ». Et en politique, Joseph Kabila a poursuivi ses consultations le jeudi au Palais de la Nation. Le chef de l'État s'est entretenu avec les patrons de presse de la RDC. Plusieurs points ont été abordés, notamment sur les moyens à doter à la presse congolaise. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 14h juste pour la suite de l'actualité. Portez-vous bien et restez scotchés sur nos antennes.